Imagine, tu es dans une pièce remplie de gens. Tout le monde parle, rit, échange des banalités sur la dernière série à la mode ou la météo. Toi, tu es là, un verre à la main, écoutant sans vraiment participer. À chaque tentative de lancer un sujet plus profond, on te regarde avec un sourire poli avant que la conversation ne retourne aux futilités. Tu ressens un léger malaise. Pourquoi ces discussions te paraissent-elles vides alors que d'autres semblent les apprécier? Ce sentiment, beaucoup de grands penseurs l'ont ressenti avant toi. Carl Jung, le célèbre psychanalyste, a été l'un des premiers à nommer cette différence en catégorisant les personnalités en introvertis et extravertis. Mais cette distinction n'est pas une simple préférence sociale. Elle est profondément ancrée dans la manière dont certaines personnes perçoivent et traitent le monde. Prenons un exemple concret. Imagine une bibliothèque géante, remplie de milliers de livres. Un extraverti se promènerait dans les allées, prenant un livre au hasard, lisant quelques pages avant de passer au suivant. Un introverti, lui, choisirait un ouvrage et s'installerait dans un coin, absorbé pendant des heures. Ce n'est pas une question de choix, mais de nécessité mentale. Certains esprits fonctionnent avec une profondeur qui demande du temps, du silence et de l'isolement pour pleinement explorer leurs idées. Les études montrent que les personnes au QI élevé ont tendance à préférer moins d'interactions sociales, non pas parce qu'elles sont asociales, mais parce qu'elles trouvent rarement des discussions à la hauteur de leur curiosité. Elles ont soif de compréhension, de liens significatifs, et ne se satisfont pas de la surface. Ce besoin d'exploration intellectuelle les pousse naturellement à s'éloigner des cercles sociaux traditionnels. Arthur Schopenhauer disait que la solitude est le lot des esprits supérieurs. Cette phrase n'est pas un appel au rejet du monde, mais une simple observation. Plus une personne comprend le monde, plus elle prend conscience du vide qui peut exister dans les interactions quotidiennes. Mais alors, cette solitude est-elle une bénédiction ou une malédiction? Certains en font leur plus grand atout, d'autres leur pire fardeau. C'est là que la frontière entre isolement et épanouissement devient floue. Ferme les yeux un instant et imagine. Une chambre éclairée par la faible lueur d'une bougie, une feuille blanche sur une table en bois usée, et une silhouette penchée, plongée dans un monde intérieur. Ce n'est pas un décor de film, mais une scène réelle, celle d'Isaac Newton, enfermé dans un manoir à la campagne, coupé du monde alors qu'une épidémie ravageait la ville. C'est dans cette solitude forcée qu'il a découvert les lois de la gravitation, changeant à jamais notre compréhension de l'univers. Les moments de solitude sont comme des terres vierges pour l'esprit. Quand il n'est pas constamment stimulé par le bruit des autres, il devient libre d'explorer, d'imaginer et de créer. Ce n'est pas un hasard si Albert Einstein disait « La monotonie et la solitude d'une vie paisible stimulent l'esprit créatif ». Laisse-moi te raconter une autre histoire, celle d'un homme qui marchait seul, chaque soir, dans un parc désert. Ce n'était pas un vagabond, ni un ermite. C'était Nikola Tesla, l'un des plus grands inventeurs de l'histoire. Il utilisait ses promenades pour laisser son esprit vagabonder, pour résoudre mentalement des équations, pour imaginer des machines avant même de les dessiner. À une époque où tout le monde cherchait à être vu, lui fuyait la lumière pour mieux voir dans l'ombre. Mais pourquoi la solitude favorise-t-elle autant la créativité? La réponse est simple. Le cerveau fonctionne mieux lorsqu'il n'est pas distrait. Dans un environnement social, ton esprit est en mode réactif. Il répond aux stimulations extérieures. Il s'adapte. Il s'aligne sur le rythme des autres. Mais quand tu es seul, ton cerveau passe en mode exploratif. Il connecte des idées entre elles.
Il fouille dans ta mémoire. Il assemble des concepts de manière unique. Regarde autour de toi. Tout ce qui t'entoure, chaque objet, chaque technologie, chaque idée révolutionnaire, a d'abord existé dans l'esprit d'une personne, seule face à elle-même. De Léonard de Vinci, enfermé dans ses carnets, à Steve Jobs imaginant l'avenir dans des retraites silencieuses, la solitude a toujours été le socle de l'innovation. Mais attention, si la solitude peut être un cadeau, elle peut aussi devenir une cage. Certains, à force de s'isoler pour réfléchir, finissent par s'éloigner du monde au point de ne plus pouvoir y revenir. Où est la limite entre génie et isolement? Imagine un grand château perdu au sommet d'une montagne. À l'intérieur, un homme seul, entouré de livres, de notes et de machines inachevées. Il est brillant, en avance sur son époque, mais plus les années passent, plus son monde extérieur s'efface. Ce n'est pas une légende. Cet homme, c'était Nikola Tesla, un génie qui, après avoir révolutionné l'électricité, a fini ses jours dans un hôtel, oublié de tous, obsédé par des inventions qu'il ne partagerait jamais. Ce qui avait commencé comme une quête de solitude pour mieux penser s'est transformé en isolement total, un mur invisible qui l'a séparé du monde. Et c'est là le vrai danger. La frontière entre la solitude bénéfique et l'isolement destructeur est mince, presque imperceptible. On pense simplement avoir besoin de plus de temps seul, jusqu'au jour où on se rend compte que le monde a continué sans nous. Carl Jung l'avait compris bien avant son époque. Il avertissait que se retirer trop longtemps du monde pouvait mener à une rigidité mentale. Lorsqu'on s'isole trop, on cesse d'être confronté aux idées des autres. On tourne en rond dans sa propre pensée, et pire encore, on finit par croire que personne ne peut nous comprendre. C'est ainsi que naît le sentiment de supériorité intellectuelle. Ce piège où l'on se persuade que le monde extérieur est trop simple, trop bruyant, trop futile pour nous. Prenons un autre exemple. Howard Hughes, un entrepreneur visionnaire, réalisateur et pilote de génie. Il possédait tout, fortune, intelligence, pouvoir. Mais à mesure qu'il vieillissait, sa solitude choisie s'est muée en paranoïa. Il refusait de toucher qui que ce soit, s'enfermait dans des pièces sombres, vivant dans une peur constante du monde extérieur. Son esprit, autrefois brillant, s'est consumé dans l'isolement total. Le problème avec l'isolement, c'est qu'il se justifie toujours par une bonne raison. Je préfère être seul pour mieux penser. Personne ne comprend ce que j'ai en tête. Les autres m'épuisent. Au début, cela semble logique. Mais peu à peu, cette solitude devient une armure, puis une prison. Alors, comment savoir si notre besoin de solitude nous nourrit ou nous enferme? Quand doit-on tirer la sonnette d'alarme? C'est ici que tout se joue. Imagine un funambule marchant sur un fil suspendu entre deux gratte-ciel. D'un côté, l'isolement total, un vide abyssal qui l'attire, lui promettant tranquillité et introspection infinie. De l'autre, une foule en effervescence, bruyante, oppressante, le forçant à interagir, à jouer un rôle. Chaque pas qu'il fait est une décision. Rester en retrait pour préserver son esprit ou plonger dans la société au risque de s'y perdre. Trouver l'équilibre entre solitude et connexion, c'est exactement cela. Trop de socialisation étouffe, trop de solitude enferme. Alors, comment marcher sur cette ligne sans basculer? Première règle, accepter sa nature sans culpabilité. Si tu ressens un besoin profond de solitude pour réfléchir et créer, c'est normal. Ce n'est pas un défaut à corriger, mais une force à canaliser. Des études montrent que les personnes très intelligentes ressentent moins de plaisir dans les interactions sociales superficielles.
Elles ont besoin de stimulation intellectuelle, de discussions qui vont au-delà des apparences. Mais refuser toutes les interactions peut aussi priver d'expériences enrichissantes. Deuxième règle, créer des espaces d'interaction contrôlés. Contrairement aux idées reçues, être solitaire ne signifie pas être coupé du monde. Il s'agit plutôt de choisir les bons environnements. Regarde des penseurs comme Elon Musk ou Bill Gates. Tous deux ont un immense besoin d'introspection, mais ils savent aussi s'entourer d'équipes avec lesquelles ils peuvent échanger des idées profondes. Ce n'est pas la quantité d'interactions qui compte, mais leur qualité. Troisième règle, savoir alterner les phases de retrait et d'échange. Steve Jobs, connu pour ses moments de solitude extrême, s'accordait aussi des périodes où il exposait ses idées, testait ses visions auprès des autres. Il ne s'agit pas de choisir entre le silence et la connexion, mais d'alterner intelligemment entre les deux. Enfin, dernière règle, observer son état mental. Si la solitude te nourrit, te donne de l'énergie et de nouvelles idées, elle est bénéfique. Mais si elle te fatigue, te rend cynique envers les autres, ou te pousse à éviter toute interaction par peur ou frustration, alors elle devient un problème. Carl Jung disait que l'introspection est un outil, pas une finalité. Il faut savoir l'utiliser sans s'y enfermer. L'important, ce n'est pas d'être toujours seul ou toujours entouré. C'est de savoir quand se retirer et quand se reconnecter. Parce que la vraie force d'un esprit brillant, ce n'est pas seulement de savoir penser, c'est aussi de savoir partager. Imagine-toi dans un désert infini où chaque grain de sable représente une pensée, une idée, une possibilité. Tout est calme, pas de distraction, juste toi et ton esprit. Dans cet espace, ton cerveau est libre d'explorer, de relier des concepts entre eux, de donner naissance à des idées que personne d'autre n'aurait pu imaginer. C'est exactement ce que vivaient certains des plus grands esprits de l'histoire lorsqu'ils choisissaient la solitude. Loin d'être une faiblesse ou un repli, la solitude peut être un avantage puissant. Lorsqu'on observe les génies du passé et du présent, un schéma récurrent apparaît. Ceux qui ont changé le monde ont souvent passé du temps seuls. Mais pourquoi ? La réponse est simple. Le bruit du monde distrait, tandis que le silence révèle. Quand on est seul, les pensées ne sont plus interrompues par des notifications, des discussions inutiles ou des obligations sociales vides de sens. Le cerveau peut alors entrer dans ce qu'on appelle l'état de flow, ce moment où l'on est totalement absorbé par une tâche, où le temps semble s'arrêter, où chaque idée en amène une autre sans effort. Prenons l'exemple de Steve Wozniak, cofondateur d'Apple. Contrairement à Steve Jobs, charismatique et extraverti, Wozniak était un solitaire. C'est dans l'isolement qu'il a conçu le premier ordinateur Apple, en travaillant seul, tard dans la nuit, sans interruption. Il n'avait pas besoin de brainstorming incessant ou de validation sociale, juste d'un espace où il pouvait penser librement. Mais il n'est pas le seul. Franz Kafka, auteur tourmenté, disait « J'ai besoin de solitude pour écrire, comme j'ai besoin de nourriture et de sommeil. » C'est dans ces moments d'isolement qu'il a construit son univers littéraire unique. De la même façon, Virginia Woolf, dans sa fameuse œuvre « Une chambre à soi », expliquait que pour qu'une personne puisse créer, il lui fallait un espace personnel, loin des distractions du monde. En réalité, les plus grandes révolutions intellectuelles et artistiques sont souvent nées dans l'ombre. Mais attention, il ne suffit pas d'être seul pour être brillant. Il faut savoir comment utiliser cette solitude. Un isolement mal géré peut mener à la stagnation, tandis qu'une solitude bien exploitée devient une arme redoutable. Alors, comment transformer ces moments de retrait en un levier de créativité et d'innovation ?